Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Il a fallu 98 jours pour que le continent africain recense 100 000 cas de Covid-19. Il n'en a fallu que 19 de plus pour que ce chiffre double et passe le cap désormais de 200 000 cas. Pourquoi une telle accélération de la maladie à coronavirus? C'est le thème central de l'émission de cette semaine que nous allons faire avec 3 personnes ressources. Je commence avec Dr Anthony Katanga Beketi, il est maître de conférence agrégé de neurochirurgie, membre du conseil de l'Ordre national des médecins du Togo. Il nous fait l'honneur d'être au plateau cette semaine. Dr Beketi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et merci de nous avoir invités. Merci de nous rejoindre. À côté de vous, un habitué de ce plateau, Dr Lidao Alimbawe, il est médecin infectiologue au CHU Sylvanus Olympio, mais il est au front, comme beaucoup de médecins togolais, au front contre le coronavirus au centre dédié à cet effet. Dr Bawe, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Notre troisième invité, Dr Michel Kodom, il est médecin interniste, président d'ONG que vous connaissez très bien, M Afrique. Dr Kodom, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous et de retrouver, bien entendu, mes chers amis, professeur Beketi et puis Dr Bawe. J'espère que vous aurez l'occasion de nous parler un peu de votre projet SOS Docteur. Oui, exactement. Merci. Qui devrait entrer en vigueur déjà. Non? Oui, mais nous sommes en train de mettre quelques réglages encore en place pour que le produit soit vraiment efficace. Alors, Dr Kodom, l'Afrique comptait, j'ai les chiffres de vendredi, 218 000 cas confirmés de coronavirus. Est-ce que la situation vous inquiète? Alors, ce qui est inquiétant, c'est de voir un peu la progression donc, de cette maladie, de cette pandémie. En l'espace de 3 semaines, précisément 18 jours, on passe de 100 000 à 218 000 contaminations. C'est là que le débat, je pense, que devient intéressant pour nous qui étions tout au début avant-gardistes donc, de cette pandémie sur le continent. Nous étions les derniers continents à être touchés, affectés par la maladie. On devait mieux aujourd'hui se préparer, mieux éviter la propagation donc, de ce virus sur notre continent, parce que si c'est le même virus qui a sévi en Chine, en Europe, dans les Amériques, qui est le même sur le continent, ces chiffres ne m'étonnent pas et le pire est peut-être devant nous. Il va falloir maintenant continuer la sensibilisation, ne pas baisser les gardes pour que le pire, ou du moins la catastrophe, ne soit pas dans les mois à venir. Oui, mais vous avez dit quelque chose de très intéressant. L'Afrique a eu la chance d'être touchée en dernier. Ça veut dire qu'elle a eu l'opportunité de voir comment ça s'est passé ailleurs, mais comment se fait-il que toutes les leçons n'ont pas été tirées? Exactement. Pour moi, il y a 3 niveaux. La première leçon qui n'a pas été bien tirée, c'est qu'on a trop suivi les recommandations, du moins la position des autorités européennes, françaises en l'occurrence, qui disaient tantôt ne portez pas les masques. Le masque n'est pas obligatoire. Il est réservé au personnel médical et aux malades de coronavirus. Ça, on a suivi, c'était une erreur. On n'a pas bien tiré les leçons de la Chine. La Chine qui disait, écoutez, aucun Chinois ne peut être dans la rue sans le masque, mais on n'a pas su tirer les leçons à ce niveau. Deuxièmement, c'est un peu la communication autour du virus. Vous savez, très tôt, il fallait interdire les vols internationaux sur nos continents. Ça a failli et vous allez voir que la plupart des pays africains, le virus est rentré par les capitales, donc par le biais donc, des aéroports. Pour nous, on n'a pas su tirer aussi les leçons à ce niveau. Dès lors qu'on définissait classiquement le mode de contamination et l'origine donc de ce virus, il fallait protéger mieux les pays africains. Et troisièmement, je pense que c'est la communication en interne. Vous avez vu un peu le relâchement qu'on voit aujourd'hui, c'est que la communication pour moi n'a pas été bien viciée et nous en reviendrons. Et je peux vous dire, parce que le virus n'a pas fini de livrer tous ces mystères. Les analyses que nous faisons ici, c'est vraiment sous réserve parce que on ne sait pas vraiment à quelle sauce nous serons mangés. Donc pour moi, voilà les 3 niveaux d'analyse que je peux faire sur les leçons qui n'ont pas été bien apprises par rapport à ce qui s'est passé en Chine, qui a essayé d'endiguer plus ou moins la pandémie en Chine. En Europe, l'Europe s'en sort, mais ils ouvrent les frontières, mais ce n'est pas le même environnement.
lorsque vous prenez les pays européens, le niveau d'alphabétisation est très élevé. Dans les maisons, les gens sont 2, 3. Lorsque vous voulez avoir un enfant, on vous oblige à changer d'appartement. Et ici, il n'y a pas la promiscuité réduite. Il n'y a pas de promiscuité en Europe, mais par contre, l'environnement africain est tout particulier. Il fallait donc adapter la communication par rapport à nos réalités africaines. Docteur Bakiti, Oui. est-ce que dans votre fauteuil à la maison, dans votre chaise au bureau, est-ce que vous sursautez de temps en temps quand vous êtes en face des chiffres du coronavirus, 218 000 personnes touchées en Afrique? Bon, c'est mitigé. Tu as dit c'est oui, c'est non. Parce que le virus, on ne le connaît pas. C'est un nouveau virus. Nous ne savons pas dans quelles conditions il se multiplie mieux. Et bon, on a parlé du climat ici, mais on ne sait pas. Et ces chiffres, il faut l'interpréter aussi en tenant compte de la réalité. Ce n'est pas la même chose chez nous. C'est-à-dire les 18 jours et 98 jours tels que ça s'est passé, c'est pas comme ça s'est passé chez nous. On va dire que chez nous, il y a eu beaucoup d'écarts. Et depuis vous voulez parler du Togo? Du Togo, donc depuis 18 jours, donc ça diminue. Donc ça veut dire que selon les différents pays africains, la réponse n'est pas la même chose. Donc il faut peut-être adapter la réponse par rapport au pays et puis voir quelle stratégie mener par rapport au pays. Par rapport à ce que notre premier interlocuteur, le docteur Kodom, a dit, effectivement, s'agissant des mesures, moi je pense que la population aussi ne comprend pas. Parce que la notion de virus n'est pas une notion qui est définie dans nos langues. Quand on parle de quelque chose d'invisible, c'est de l'ordre de l'esprit. C'est de l'ordre de l'esprit. Et alors que, ici, on parle d'un être qui vit. Et qu'on peut le voir au microscope, quel que soit le microscope qu'on utilise, en tout cas un microscope spécifique pour voir quand même très petit, un être très petit. Alors que dans la culture, tout ce qu'on dit qui existe, on le voit, en dehors de l'esprit. Donc, ça veut dire que pour que ça marche ici, il faut adapter la communication, c'est-à-dire que la sensibilisation au concept socioculturel de chez nous. D'où la nécessité que la sensibilisation se fasse au niveau communautaire. Partout en Afrique, il faut le faire au niveau communautaire. Parce que quand la population comprend ce que c'est que le virus, on dit, oui, nous n'avons pas peut-être un terme pour le désigner, mais c'est des êtres qui sont très petits, que l'œil n'arrive pas à le voir, et on l'appelle le virus. Même si ça n'existe pas dans notre langue, ça existe effectivement. Justement, c'est une autre difficulté jusqu'à présent dans les langues africaines. Il n'y a pas encore une traduction du coronavirus. Chez vous, dans votre langue, comment vous l'appelez? Je ne pense pas. Je pense que chez nous, en Kabylie, il y a la grippe saisonnière qu'on appelait Dakorako. Donc ça peut s'apparenter à quelque chose comme ça parce que c'était une maladie qui venait et puis qui tue les personnes âgées. Si on prend l'idée que ça tue beaucoup plus les personnes âgées, ça peut s'apparenter à ça parce que Dakorako, c'est une grippe aussi qui venait. On peut leur dire que c'est une forme de grippe, mais la cause, c'est lié à un agent infectieux qu'on appelle virus et qui est petit, qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qu'on peut le voir avec des instruments. C'est ça aussi la difficulté. Est-ce qu'il n'aurait pas été très bien dans la communication de trouver très rapidement des noms à ces différentes maladies qui assaillent parfois nos communautés? Parce que le fait que la maladie ne soit pas nommée dans la langue de ceux qui sont concernés, ça peut poser un problème dans l'interprétation de la maladie. C'est vrai que la langue n'est pas nommée, mais c'est difficile, puisque c'est une nouvelle maladie. Ça veut dire qu'elle n'existait pas. Il faut justement la... Vous voyez que c'est l'OMS qui donne le nom. On a donné Covid-19. Tu vois, coronavirus disease. C'était en anglais. Et qui est traduit maintenant en français, Covid-19. Comme on dit Covid-19, c'est pour ça qu'on utilise la Covid-19 au lieu de le ou autre chose. C'est la maladie du coronavirus. Bon, moi, j'utilise le en attendant. Ah, c'est là. L'Académie française a opté pour la.
Docteur Alain Baoui, vous étiez au contact, vous êtes au contact de coronavirus depuis le début. Les chiffres grimpent, surtout en Afrique. On aura le temps de parler du cas togolais, mais en Afrique, ces chiffres, est-ce qu'ils vous inquiètent particulièrement? Oui, ces chiffres qui grimpent en Afrique sont inquiétants. Et d'après ce que mes interlocuteurs ont dit, moi j'adhère à tout ce qu'ils ont dit. Il faut analyser pourquoi ça grimpe. Et puis ces chiffres qu'on donne, c'est l'ensemble des pays qui sont touchés en Afrique. Tout à fait. Et donc quand on prend la courbe épidémiologique de la maladie en Afrique, c'est une courbe qui est d'évolution croissante. Mais quand on prend pays par pays, c'est pas la même chose. Quand on prend le Togo, la courbe, c'est une courbe qui est anarchique, en dents de scie. Et qu'il n'y a pas de pic, il n'y a pas d'évolution ascendante comme on le voit en Afrique. On a plutôt des flambées. On a plutôt des flambées sporadiques, des cas sporadiques de flambées qu'on note au Togo. Et donc, comme l'a dit le professeur Beketi, quand on prend pays par pays, l'analyse ne sera pas la même. Oui, c'est vrai que 70% des cas se concentrent dans 5 pays en Afrique. Oui. Ce qui est une forme de contraste qu'il faudra analyser aussi. Pourquoi dans ces pays, je peux les citer, l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, le Soudan et l'Afrique du Sud, ces 5 pays concentrent à eux seuls 70% des cas. Oui, quand on prend, je crois que le premier cas de la maladie est arrivé en Égypte, je pense. Égypte, ensuite Nigeria, dans la sous-région. Et quand vous prenez l'Égypte, quand vous prenez le Nigeria, l'Afrique du Sud, il faut voir un peu leur population. Oui, les pays densément c'est des pays qui sont densément peuplés. Et quand vous prenez des pays comme l'Afrique du Sud, en dehors de cette maladie, c'est l'un des pays où, par exemple, le taux de l'infection VIH est élevé, le taux de criminalité est élevé, et beaucoup de choses. Alors donc, quand vous prenez le Nigeria également, c'est un pays qui est densément peuplé. Et donc, l'une des conditions qui fait qu'aujourd'hui on a des cas qui augmentent de jour en jour, c'est il y a le non-respect des mesures. Ça, c'est une mesure très essentielle, moi, je pense. Si tout le monde respecte vraiment les mesures barrières, les mesures préventives qui sont dictées, je pense que les cas dans certains pays ne seraient pas d'évolution croissante. Donc, il y a la densité de la population, il y a surtout le fait que les mesures barrières ne sont pas respectées. Moi, c'est à cela que j'explique la flambée de cette épidémie dans ces pays, dans ces 5 pays-là. Est-ce qu'on doit mettre en cause les mesures barrières ailleurs? Dr Kodom a évoqué le cas des pays européens, par exemple en Italie, en France. Les mesures barrières, même il y a eu confinement total, malgré ça, les chiffres ont grimpé. Est-ce qu'il faut mettre en cause en Afrique les mesures barrières qui ne sont pas respectées? Non, les mesures barrières, ça fait partie des mesures de riposte. Donc, si une chaîne est défaillante, je pense que toute la chaîne sera défaillante. Donc, c'est vrai que les mesures barrières, ça n'a pas empêché qu'en Europe, on ait des cas importants. Mais je pense que ça reste quand même d'actualité contre la prévention ou bien la lutte contre ce virus. Oui, docteur Kodom, et pour vous, clairement, vous l'avez dit, c'est possible un scénario de contamination à grande échelle pour vous? C'est encore possible? Oui, pour moi, c'est encore possible. Et je m'en vais rebondir dans la même idée que mon prédécesseur, docteur Baoui, qui disait que, justement, lorsqu'on prend les populations donc, de ces pays cités, à savoir le Nigeria, pour Lagos seul, je l'avais dit un peu plus haut, que le virus est rentré par les aéroports. Et dans la plupart des pays, ce n'est pas la capitale. Donc, lorsque vous prenez la population de Lagos, qui tourne autour de 15 millions, le Caire, en Égypte, justement, tourne autour de 23 millions le jour et 18 millions la nuit, c'est-à-dire ceux qui sont en périphérie, dans les agglomérations, qui viennent travailler au Caire. Lorsqu'on voit la population du Caire, c'est 23 millions. Lorsque vous prenez Johannesburg, c'est une population qui tourne autour de 8 et 10. Pareil pour Alger, qui tourne autour de 8 millions. Donc, vous voyez que c'est des populations qui sont vraiment nombreuses dans ces pays où on a noté vraiment un taux très élevé, environ 70%, donc du taux de contamination se concentre dans les 5 pays en question. Et pour nous,
Lorsque vous avez la chance d'aller au Caire, vous voyez comment la population se comporte, les transports en commun, comment le flux du transport se passe, c'est inquiétant. Et c'est justement les mesures barrières qu'il faut donc essayer d'inculquer, le respect des mesures barrières qu'il faut donc faire inculquer à la population pour que nous puissions endiguer. D'autant plus que nous connaissons plus ou moins le mode de contamination donc, de la COVID-19. Si nous ne respectons pas les mesures barrières, et vu ce qui se passe actuellement dans la conscience collective de la population africaine et particulièrement au Togo, où on a tendance à relâcher, on a tendance à constater un relâchement total du respect de ces mesures barrières, pour moi, à mon humble avis, les prochains mois risquent d'être un peu plus sombres. Et l'autre analyse, c'est que nous avons constaté dans certains pays où il y a eu des pics, le cas du Ghana par exemple, où lorsque le gouvernement a relâché, a demandé à ce que les activités reprennent plus ou moins, on a vu qu'il y a eu des flambées. Pareil, le Togo, il y a à peine 5 jours, on vient d'amorcer le déconfinement. Non, mais s'il n'y a pas eu de déconfinement, il faut dire peut-être la levée des mesures de restriction. La levée des mesures de restriction, voilà, c'est ça. On se rend compte que les gens commencent par être plus ou moins soulagés comme s'ils étaient confinés. C'est là où je voulais en venir. Parler de déconfinement, c'est-à-dire les gens se sentent soulagés. Et lorsque vous voyez les bars, les animations dans les bars commencent par se faire sentir. Et pour moi, lorsque vous allez boire et vous êtes un peu saoulé, on a tendance à se toucher, on a tendance à se bagarrer, on a tendance à avoir des comportements qui pourraient donc exposer encore plus la population à être contaminée. C'est là que je dis, faisons très attention, il faut adapter la communication. Et c'est là où je rejoins encore mon collègue professeur Piketty qui disait que la communication doit être adaptée à notre environnement africain. Parce que si nous ne prenons garde, vu le secteur informel dans lequel l'économie africaine se repose, qui tourne autour de 80%, mais les gens doivent aller travailler. Mais en allant travailler, lorsque vous voyez nos marchés africains, ça n'a rien à voir avec les marchés en Europe. Donc c'est à nous maintenant, avec beaucoup plus d'intelligence, analyser notre environnement socio-culturel, socio-professionnel et adapter le message pour que nous puissions justement apprendre à vivre avec le coronavirus dans nos communautés. Moi, je voudrais comprendre une situation en contraste. Comment se fait-il que certains pays qui ont opté pour le confinement, je prends le cas du Ghana, l'Afrique du Sud, comment se fait-il que dans ces pays, le taux flambe alors que d'autres pays qui carrément ont laissé entre guillemets faire, l'exemple du Bénin, l'exemple du Togo, mais dans ces pays, la situation semble plus maîtrisée qu'ailleurs où on a fait le confinement. Comment on peut expliquer ça? Qui a une réponse à cette question? Moi, je pense que il est toujours difficile de donner une réponse tranchée à ces genres de questions. Parce que, comme les autres l'ont dit, vous savez, et ces grands pays, ce sont des pays qui ont une grande population. C'est un des critères. Donc, c'est des pays où le flux des transports aériens aussi est dense. Mais les stratégies qui ont été mises en place ne sont pas les mêmes. Voyez, non? Il y a des pays qui ont anticipé. Vous voyez que tous les pays qui ont anticipé très tôt, ils ont eu la chance que le virus n'a pas évolué de la même manière que les pays qui ont pris ça un peu tardivement. Maintenant, par rapport au Ghana, comme le Togo, si vous confinez la population, bon, elle est restée chez elle. Mais le comportement qu'elle doit avoir lorsque elle reprend les activités ne sont pas enseignés. Ça veut dire qu'avant de les déconfiner, il faut que les gens sachent quel comportement nous allons adapter, qu'il y ait des petits tests pour lancer les gens d'abord et ensuite lancer peut-être aller progressivement par rapport à certains groupes sociaux pour voir leur comportement et adapter ça au reste. Peut-être c'est l'adaptation qui n'a pas été faite, hein. C'est ça peut-être la différence. Ici, on ne va pas dire qu'il n'y a pas eu de confinement, c'est comme un confinement partiel. Si on prend la situation. C'est-à-dire des mesures qui limitaient l'activité de la population. Et comme l'activité de la population est limitée, et bon, elle ne se sentait pas libérée de certaines choses. Mais
lorsque vous entrez dans les communautés, dans les maisons, vous vous rendez compte que les gens ne respectaient pas les mesures. Mais comme ils sont au niveau communautaire, s'il n'y a pas de contamination, ça marche. Mais dès lors que c'est levé comme ça, il faut que cette sensibilisation de proximité, envie d'un changement de comportement, soit vraiment lancée et multipliée partout dans le pays. Par rapport à ça, il faudrait également qu'on fasse passer, par exemple, dans le comportement de la population, le lavage des mains. La main sale entraîne beaucoup de maladies, en dehors des épidémies, parce que toutes les épidémies ont pour lit la main sale. Maintenant, ici, en dehors de la main sale, il y a le port de masque, parce que la maladie part des voies aériennes. Et donc, au niveau de la population, il faut faire passer ce message pour que les gens, désormais, lavent leurs mains et qu'à la sortie, qu'on puisse gagner sur les diarrhées, les maladies diarrhéiques qui sont à la base de beaucoup également de pathologies qui amènent la population à consulter. Donc il faut faire passer cela. Et pendant les périodes de pollution, que ce soit par la poussière ou autre chose, il faudrait que le port de masque aussi soit un comportement qui rentre dans la population. Si on arrive à faire gagner ces deux comportements, vous allez vous rendre compte que nous allons gagner beaucoup pour ne pas retomber dans des situations, quelle que soit une épidémie qui vient. La population est déjà formée que devant une épidémie, pour éviter les maladies diarrhéiques, il faut bien avoir l'hygiène, laver les mains. Voilà. Docteur Baoui. Oui, je pense que on parle de la situation du Ghana. Peut-être qu'il fallait être là-bas pour voir comment les gens ont vécu ce confinement. Tout à l'heure, le docteur Kodoma parlait un peu de la taille de nos familles, surtout africaines. La taille d'une famille dans une maison. En Afrique, vous allez voir qu'on a souvent des cours communes où on a plusieurs ménages. Maintenant, est-ce que pendant le confinement, les gens ont respecté les mesures à la maison, dans leur maison? Et puis, il faut aller voir vraiment, est-ce que la population vraiment a respecté les mesures de confinement? Et surtout, cette mesure de confinement est arrivée au moment où je pense que ce n'est pas arrivé en même temps au début de l'épidémie au Ghana. Le confinement est arrivé au moment où la maladie était déjà rentrée dans la communauté. Donc le virus est déjà là, il circule. Et si malgré le confinement, les gens ne respectent pas les mesures qu'il faut, c'est normal qu'après la levée du confinement, qu'il y ait une flambée de cas positifs. Et à l'analyse rapide même, et comme Dr Kodom a commencé par tirer les leçons, cette affaire de confinement, il me semble qu'il n'est pas très adapté dans le contexte africain pour lutter contre cette maladie. Oui, il est très difficile. L'environnement africain particulier, lorsque vous voyez les cas de nos familles, les ménages dans les maisons communes, vous prenez la plupart des maisons, c'est des cours communes, où il y a 4, 5, 6 ménages. Quelquefois même, il y a une expression qu'on utilise, les soldier line. Il y a jusqu'à 20 ménages dans une seule maison. Et qui se partagent les mêmes toilettes. Partagent les mêmes toilettes. Et le cas, par exemple, qu'on vit, c'est qu'on a adopté un confinement partiel. C'est-à-dire, les parents vont au service et reviennent. Les enfants ne vont plus à l'école, certes, mais les enfants jouent dehors, dans le quartier, avec les autres enfants du voisinage. Donc, vous voyez qu'on n'a pas... Là, je rejoins vraiment le point étayé par le professeur Beketi, c'est-à-dire il faut analyser l'environnement dans lequel nous nous situons et adapter la communication. Expliquer aux chefs religieux, expliquer aux chefs quartiers, aux maires, comment nous devons vivre avec ce virus. Vivre avec le virus, ça veut dire que nous devons changer le mode de comportement vis-à-vis des uns et des autres pour que le virus, certes invisible, est là, mais nous ne devons plus nous toucher. Les enfants ne doivent plus jouer. Ceux qui doivent jouer, comment ça se passe dans les quartiers? Nous avons vu des documentaires en Chine. Ce sont les scouts dans les quartiers qui régulaient vraiment le respect des mesures barrières. Mais ici, on ne voit rien. Lorsque vous vous permettez de rappeler à quelqu'un de porter son masque, il peut même vous agresser verbalement. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Mais bon, il y a quand même une force anti-Covid-19 qui est mise en place dans votre pays, le Togo, qui sillonne, qui
se retrouvent dans certains coins de la rue C'est ça qui pour est, faire les rappels. c'est ça qui est un peu particulier en Afrique et au Togo. Les forces anti-Covid, on les voit dans les carrefours, au niveau des carrefours, au niveau des feux tricolores, pour faire respecter justement le respect du port des masques. Ils sont absents dans les communautés. Ils sont absents dans les communautés. Et dans les communautés, quel est le relais qui est fait pour que justement, si les forces de sécurité anti-Covid qui sont dans les grandes villes, sur les artères, qui n'arrivent pas à faire une pénétration communautaire, quel relais est fait? C'est là, je dis, le développement qui a été fait par professeur Bekiti me plaît parce que je suis à l'aise, d'autant plus que nos activités sont beaucoup plus communautaires et je peux vous dire ce qui se passe réellement sur le terrain. Et c'est là que nous devons faire extrêmement attention et rectifier le tir. Parce que les chiffres montent, les chiffres ne sont pas favorables. En 3 semaines, si vous doublez, vous dépassez carrément les chiffres de 3 mois, c'est que ne soyez pas surpris que le mois de juillet soit encore plus catastrophique. Et que vraiment, pour ceux qui ont travaillé un peu sur la modélisation, la projection donc de la maladie, d'ici 6 mois, attendez voir ce que en novembre, décembre, janvier 2021, que ça soit une catastrophe. Donc, comment faire maintenant? Est-ce que vous remarquez aussi la présence moins forte de la force anti-Covid dans les communautés? Comment faire pour accentuer la surveillance au niveau des communautés aussi? Oui, comme l'a dit le docteur Kodom, les forces de l'ordre sont vus au niveau des carrefours et des feux tricolores, tout ça. Mais quand vous rentrez dans les communautés, ils ne sont pas présents. Comme on fait la patrouille, par exemple, vous n'allez pas voir, aujourd'hui il n'y a plus de couvre-feu, vous n'allez pas voir les forces de l'ordre circuler pour voir si les gens sont encore quelque part en train de... Enfin, qui n'ont pas... C'est vrai qu'il n'y a plus de couvre-feu, mais on ne voit pas les forces de l'ordre qui circulent pour, dans la nuit, par exemple, pour mettre de l'ordre, par exemple, au niveau des bars, par exemple, où les gens n'ont pas porté de masque. Je pense que les forces de l'ordre peuvent continuer le travail et circuler dans les bars pour rappeler les gens à l'ordre par rapport au port de masque, par exemple. Mais est-ce que les communautés elles-mêmes ne peuvent pas s'organiser pour jouer ce rôle de surveillance? Oui, mais il faut des leaders pour organiser cela. Il faut des leaders pour que on a dit tout à l'heure qu'il y a des scouts quelque part qui sont rentrés dans le jeu. Il faut des leaders pour guider la population. Sinon, si la population est laissée à elle-même, c'est pas sûr que les mesures seront respectées. Donc, dans les communautés, il faut qu'il y ait des leaders. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des communes. Il faut que les maires s'impliquent assez. Dans les maires, les chefs cantons, les chefs villages, de quartier, tout ça s'implique assez dans les communautés pour faire respecter ces mesures-là. Et il faut rebondir. Le problème qui se pose, c'est que c'est une question de budgétisation aussi de ces coûts additionnels. Malheureusement, l'incivisme est à un niveau tel que lorsque vous allez expliquer à un CDQ, c'est-à-dire un chef de comité du quartier, du développement de quartier, il va s'attendre à ce qu'on le rémunère. Il va s'attendre à ce qu'on lui donne, qu'on lui paie avant de faire cette action. Donc vous comprenez qu'il y a un problème de responsabilité aussi c'est-à-dire c'est comme si la maladie, si je ne fais rien, si je fais quelque chose, c'est pour le voisin. Alors que nous sommes dans une situation de pandémie, de crise sanitaire. Nous tous, nous devons avoir un même niveau de compréhension de la maladie, un même niveau de compréhension des mesures individuelles et collectives que nous devons adopter pour lutter contre cette pandémie. S'il faut que ce soit l'État qui paie, qui donne des ristournes à quelqu'un avant de sortir, veiller à ce que les enfants du quartier ne jouent pas, c'est là que ça pose problème et c'est là la faiblesse du système actuellement en Afrique d'une manière générale et au Togo. Tout le monde veut qu'on lui paie. Bon, maintenant, l'État, les impôts ne rentrent plus. Les transports, les douanes ne fonctionnent plus. L'État n'a plus de ressources. La population ne veut pas rentrer dans le jeu positivement pour aider à endiguer cette pandémie. Voilà là où moi je dis, il faut que nous ayons des propos, des réflexions responsables. Amener, motiver, expliquer la population à prendre aussi sur elle la responsabilité d'aider les pouvoirs publics à lutter contre cette maladie. En tout cas, oui, chose. docteur professeur Bekiti. Moi, je voulais juste ajouter en disant que les forces de l'ordre, bon, c'est vrai qu'elles ne peuvent pas être partout,
Mais ce n'est pas forcément nécessaire qu'il soit dans les communautés. Vous voyez, non? C'est-à-dire, c'est qu'il faut qui va assurer la surveillance il au niveau des faut communautés? associer les associations. Parce que dans les communautés, il y a des associations culturelles. Hein. Il y a des associations culturelles, il y a les sociétés civiles, il y a beaucoup d'organisations. Par exemple, le SEMFOD, qui est un syndicat, a fait déjà de la communication communautaire. Donc, il faut associer toutes ces personnes pour qu'ils aillent vers les personnes, pour les amener à prendre conscience que pour votre santé, voilà ce que vous deviez faire. Eh bien, vous connaissez le contexte, il y a la peur du gendarme. On sait que quand la force publique vient, l'interprétation n'est plus la même chose que quand c'est le voisin qui est là. Non, c'est pour ça que je parle de la société civile et les associations qui sont plus proches de la communauté. Parce que quand les gens voient la force de l'ordre, ils vont faire semblant. Quand ils tournent le dos, ils lâchent. Donc ça ne va pas être un comportement qui va rentrer dans la durabilité. Pour que ce comportement devienne durable, il faut que ça jaillisse de la communauté. Qu'il y ait des forces de la communauté qui disent, les gars, regardez ce qui se passe. C'est quelque chose qui se passe dans le monde. Chez nous ici, si nous voulons nous préserver de la situation, voilà ce que nous devons faire. Parce que quand quelqu'un parle de la communauté ou bien des associations, quand ils viennent, la population sent qu'ils sont proches d'eux. Et le message va passer plus rapidement parce que ça va être dans une démarche de pédagogie. Vous voyez, non? Quand c'est une démarche de force, bon, on fait semblant et puis après, on se rend compte que le comportement ne passe pas. C'est ça. Oui. Finalement, ça veut dire que le travail, il doit avoir une réflexion, une nouvelle réflexion pour voir comment renforcer la riposte contre cette maladie. Bien sûr, il faut un travail. Parce que le fait qu'au début, ça a donné l'impression qu'il y a un groupe qui est choisi pour parler, alors que c'est un truc général. C'est une démarche générale. Voyez. Et dans une démarche générale, il faut impliquer toute la chaîne des acteurs dans la société. Si vous les impliquez tous, vous aurez un résultat qui est différent. Mais si c'est comme si c'est l'affaire. C'est comme par exemple quand vous voyez les gens porter les casques. C'est comme avant, vous voyez. C'est comme, c'est l'affaire du policier. Hein. Si je porte, j'arrive, je lui donne 500, je m'en vais. Alors que si vous faites un accident, vous avez le risque de vous casser la tête, d'avoir une lésion grave et puis de faire des complications. Vous voyez. Si le message vient comme ça, les gens vont finir par comprendre. Il y a des gens qui mettent leur casque et puis ils roulent, malgré qu'il y ait la loi. Vous voyez un peu, non? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et ça, il faut aider la population à comprendre. Mais est-ce que les décideurs et même la population, est-ce que les gens ont encore de l'énergie pour faire face à cette nouvelle situation? Est-ce que vous n'êtes pas assez épuisé par les 3 mois de maladie dans votre pays? C'est-à-dire... est-ce qu'on n'est pas essoufflé? C'est-à-dire, l'expression que vous avez utilisée, essoufflé, est-ce qu'on n'est pas essoufflé? Bon, maintenant, j'ai envie de vous reposer une autre question. Si on est essoufflé, on se livre à quel danger? Le virus est là. Le coordonnateur national de la gestion de la riposte contre la Covid-19, le professeur Djibril Mahaman, l'a dit, il faut apprendre à vivre avec le virus. Donc ça veut dire que le virus invisible est là, autour de nous, mais on est essoufflé. Mais le virus va prendre le dessus. Alors qu'il ne faut pas que le virus prenne le dessus, sinon nos économies vont tomber. C'est-à-dire, imaginez un seul instant qu'on ait 1000 morts, 500 morts, 400 morts dans un pays comme le Togo, le Bénin, le Burkina. Mais ça serait la débandade. Un virus qui tue quelqu'un, vous ne pouvez pas toucher le corps. Qui va enterrer tous ces cadavres? Comment nous allons inhumer tous ces corps? Ils vont joncher les rues, nos routes, nos maisons. Les gens vont fuir les maisons. Donc pour moi, il ne faut pas qu'on s'essouffle. C'est-à-dire, c'est comme un combat. Le match dure 90 minutes. Vous avez rencontré une grande équipe comme Real de Madrid, alors que vous êtes l'équipe nationale du Togo ou bien les écureuils du Bénin. En 3-4 minutes, vous avez 10 buts.
Mais vous devez continuer jusqu'au bout. Comme les Allemands. Comme des Allemands, jusqu'au bout, on ne sait jamais. Et pour nous, aujourd'hui, le virus, il a pris le dessus sur l'humanité parce que tout le monde, même le ciel est devenu calme, les avions ne volent plus. On n'a jamais imaginé. En janvier, je ne suis pas sûr que n'importe quel voyant, et la preuve, ces pasteurs, ils ont disparu. Personne n'a vu le virus venir. Aucun pasteur n'a prédit que cette année sera catastrophique parce qu'il y a un virus qui va venir déstabiliser le monde. On n'a pas vu ça. Les grands pasteurs qui mobilisent 1 million de fidèles dans les églises, aucun n'a vu le virus venir. Donc pour nous, aujourd'hui, le virus est là, mais notre intelligence, la positivité autour de nous, nous dit mais il faut qu'on sorte gagnant, vainqueur de ce virus-là. Sinon, attendez-vous vraiment à... Moi, lorsque je vois les gens banaliser cette situation, j'ai mal. Non, il n'est pas question de banaliser, mais est-ce qu'il ne faut pas relativiser aussi l'importance de cette maladie? Parce que quand je vois le nombre de morts sur les 218 000 cas ces derniers temps, ça fait environ 5 700, disons 6 000 morts. Et quand vous faites le ratio, ça fait 3% de décès pour la maladie. Est-ce que, avec ce taux-là, il ne faut pas relativiser pour moi, je vais vous expliquer. C'est c'est très important. Je vais vous expliquer. C'est le mode de contamination qui pose problème. C'est-à-dire, c'est le mode de contamination. Vous avez 3%, mais tout de suite, tout le monde peut être contaminé autour de vous. Donc, ça veut dire que le taux rapporté au nombre de contaminations, ça fait un grand chiffre de décès. Et en Afrique, nous avons beaucoup de vieillards aussi dans nos maisons. Ce n'est pas en Europe où les vieillards sont quelque part. Mais en Afrique, curieusement, en tout cas au Togo, ce sont les enfants qui meurent plus que les vieillards. Parce que justement, le virus n'est pas encore rentré dans la phase communautaire. C'est ça qu'il faut féliciter. Il faut féliciter les autorités togolaises parce que moi, j'ai suivi un peu. J'étais de ceux-là qui sont rentrés autour du 17 mars 2020 où on nous a amenés directement. C'était le premier vol où on nous a conduits directement dans nos maisons pour nous mettre en quarantaine, en isolement, en auto-isolement pour être précis. Et je vous dis, matin et soir, les équipes de suivi sanitaire venaient nous prendre la température. On nous a dépistés. Moi, j'ai fait 2 dépistages au coronavirus avant de rejoindre la communauté, avant de retourner à la clinique pour travailler. Donc, pour moi, et c'était tous les passagers comme ça. Et les cas contacts sont suivis. C'est un travail de fourmi. Et ça, on ne le voit pas. Lorsque vous voyez le taux limité, le docteur Barré disait, qu'est-ce qui a été fait au Ghana? Nous ne sommes pas au Ghana, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas communiquer autour de ça. Mais pour le cas du Togo, moi, je félicite les autorités. Ce n'est pas facile. C'est-à-dire, suivi des personnes contacts, matin et soir, les conseiller, les sensibiliser pour qu'ils ne contaminent pas les autres. Mais c'est ce travail-là qui n'est pas, comment on dit, remonté à la surface non plus. Mais c'est ça, c'est la communication. Moi, je ne suis pas du ministère de la Santé, je ne suis pas de la cellule de la riposte. Mais je pense que c'est ce qu'il faut dire à la population pour dire que derrière, il y a un travail de qualité qui est fait et que la population doit soutenir. Lorsqu'on vous dit maintenant, écoutez, respectez les mesures barrières. Vos enfants ne sont plus à l'école, mais ça ne veut pas dire que vous devez les amener au marché. Aucune communication n'est faite autour de ça. On voit tous les enfants dans les marchés avec leur maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est vrai que, bon, vous parlez d'être essoufflé. Moi, je pense qu'il y a la résilience. Parce que nous sommes dans des systèmes où nous avons vécu plusieurs difficultés. Et toutes ces difficultés font que ça construit une certaine résilience vis-à-vis de la vie. L'Africain a des difficultés. Et il est résilient par rapport à beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas d'essoufflement. Il faut seulement apporter l'information dans la communauté pour que les gens prennent conscience que, attention, le mal est avec nous, nous allons prendre des mesures pour pouvoir éviter cela. Mais la communication, vous savez, par les médias, l'audience n'est pas extraordinaire parce que beaucoup ne suivent pas la population. Quand vous allez dans certains milieux, peut-être les gens, c'est aujourd'hui WhatsApp qui regardent, ou bien à peine ils écoutent une radio. Mais ça veut dire que tout ce qu'on dit à la télé, à la radio, forcément n'arrive pas à une grande partie de la population. D'où la nécessité d'aller vers eux. Ça, c'est important. Parce que nous sommes des peuples communautaires, on doit construire une stratégie sur cela pour que ça marche. Docteur Baoui, ça fait 3% en moyenne de décès en Afrique. Le nombre de décès rapportés au taux global
Bon, est-ce qu'il ne faut pas relativiser l'importance de cette maladie? Oui, effectivement, il faut relativiser. 3%, je pense que c'est... Pour le moment, je trouve que c'est quand même grand, hein, 3%. 3% contre Ebola qui était autour de 80%, il n'y a pas match. Hein? Oui, si on prend le délai au bout duquel ces 3% ont été atteints, je pense qu'il faut s'inquiéter. Et il faut également doubler. Hein, il faut également doubler d'ardeur pour qu'on n'aille pas au-delà de 3%. Parce que si en moins de quelques jours, on a eu à doubler le nombre de cas, et ça veut dire que c'est comme ça qu'on va avoir des cas graves et le taux de décès également peut augmenter. Donc je pense que l'important ici, c'est de renforcer encore la sensibilisation et puis la mesure préventive. Alors, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de s'arrêter un moment, de se poser des questions? Parce qu'il me semble que la maladie est en train de pourchasser tout le monde. On ne prend plus vraiment le temps de s'interroger à fond pour voir qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là. Est-ce qu'il faut changer de stratégie? Comment renforcer les choses? Est-ce que ce travail-là ne manque pas d'être fait? Oui, et ce travail manque un peu. Parce que moi, je veux être pragmatique, c'est-à-dire ce que je vois, c'est ce que je dis. Et pour nous, il faut adapter la stratégie. Parce qu'elle évolue 3 mois. On a vu que en 3 mois, on stagne autour de 80 000 contaminations. Après 3 mois, c'était 100 000. Mais après 3 semaines, on double. Donc pour nous, les scientifiques, dans la plupart des pays, bon, je prends le cas du Togo précisément, il y a une cellule scientifique au niveau de la présidence qui réfléchit donc sur ces questions. Donc c'est des analyses qu'il faut faire. Nous qui sommes sur le plateau ici, nous sommes des personnes ressources en communication, mais nous ne sommes pas, moi personnellement, je ne suis pas de la cellule scientifique, mais je pense que ce débat justement devait être mené à ce niveau pour dire que voilà, qu'est-ce que nous devons dire à la population? Comment on doit le dire? Comment nous devons le dire exactement? Et c'est ça qui est dynamique pour un virus comme ça, parce que peut-être la France aujourd'hui va ouvrir ses frontières le 15 demain au niveau de l'espace Schengen. Et à partir du 1er juillet 2020, ça serait ouvert donc au reste du monde. Vous comprenez que pour nous, les pays africains, si on prend juste la France a ouvert, le Togo va ouvrir, le Bénin va ouvrir, ça risque de nous surprendre parce que... C'est le cas justement. Parce que ces chiffres arrivent au moment où les différents pays prennent des mesures de déconfinement, entre guillemets. Exact. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir, adapter les nouvelles stratégies de lutte contre cette pandémie. Il faut penser la communication au début, lorsqu'on avait 2 cas au Togo, 3 cas, et le chef de l'État a fait le discours le 1er avril. Mais je pense qu'après 1 mois, 2 mois, le 15 juin, il faut faire le point. Quel message le président de la République doit véhiculer? Quel message le ministre de la Santé doit véhiculer pour que la population suive? Il a dit, Dr Baoué, il faut des leaders pour orienter, pour canaliser les énergies, pour pouvoir contenir donc cette maladie. Pour moi, à mon humble avis, il faut vraiment un leadership prononcé pour que la population sache là où elle doit aller. Merci. Et, on va terminer cette première partie de l'émission avec cette question. L'accélération de la pandémie vient avec, dans les différents pays, la levée progressive des mesures de restriction. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Bon, moi, je ne dirais pas que c'est contradictoire parce que ça dépend des pays. Si nous prenons le cas du Togo, c'est que depuis quelques jours ou 10 semaines, on a vu quand même que la courbe a commencé par tasser, même s'il y a des pics. Tu as un pic, ensuite c'est monté, puis ça a commencé par stagner. Vous voyez, la courbe ne monte plus, et puis il y a des cas qui restent autour et qui diminuent tout doucement. Donc, c'est compte tenu de ça que des mesures ont été prises pour alléger. Mais, pour que on puisse profiter de cela, c'est la préparation derrière. Le port de masque, ils ont dit port de masque systématique. Ok, donc ça veut dire que maintenant le port de masque est devenu systématique. Toutes les mesures barrières qui étaient annoncées au début, elles sont toujours renforcées. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on aille vers les populations, voyez non, pour leur dire non, ce n'est pas maintenant qu'il faut enlever vos masques, qu'il faut relâcher les mesures.
Mais au contraire, il faut renforcer les mesures. Simplement, on voudrait que les activités puissent reprendre. Je ne pense pas qu'il y ait une contradiction. Si on prend pays par pays, comme on dit, peut-être dans certains pays, la courbe est à la phase ascendante, et si on prend de telles mesures dans un tel pays, là, ça ne tient pas. Mais si la plupart des pays dans lesquels on a pris ces mesures, c'est lié au fait que la courbe a commencé par chuter, bon, ça c'est normal. Ça se fait comme ça. Et dans cette nouvelle phase de la maladie, quelles sont vos inquiétudes, quelles sont vos contraintes? Vous pouvez nous poser des questions à travers nos différents comptes sur les réseaux sociaux, les comptes Facebook, Twitter et Facebook. Et nos personnes ressources feront le plaisir de vous répondre dans la seconde partie de cette émission que nous allons aborder dans une dizaine de minutes, juste après cette nouvelle pause pour une nouvelle édition du journal. À tout de suite.